Nous allons donc résumer un peu l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Il y a deux sujets que nous allons aborder. On va essayer de faire, avec un certain recul, un diagnostic, chacun pour nous. Moi, je vais le faire globalement en posant des questions, mais vous devez vous-même vous poser la question si les 5 étapes ont été bien faites, ou bien s'il faut les améliorer, ou s'il faut changer de direction, s'il faut accélérer, s'il faut au contraire retarder, chacun en fonction du degré de perfection atteint dans l'évaluation des 5 étapes. Puis ensuite, nous nous posons un problème qui est une checklist de l'interview. Comment préparer l'interview? Quelle chose doit-on faire avant? Il y a une chose qu'on sait, c'est qu'il ne faut pas y aller les mains dans les poches en sifflotant dans la rue. Un interview, ça se prépare, vous le savez très bien, sinon on part au hasard, à moins d'être un grand violoniste ou, ou une cantatrice célèbre qui n'a pas besoin de préparer l'interview et que tout le monde veut, mais à moins d'être un savant dont la technologie est telle que l'entreprise l'a déjà recruté, il n'a pas besoin de préparer son interview. Mais si vous êtes à la recherche d'un poste idéal, vous allez passer par l'exercice d'une équipe qui va vous interviewer, généralement le directeur général, le DRH, plusieurs personnes. On ne prend pas une décision de s'adjoindre un cadre ou cadre supérieur ou un dirigeant sans qu'une équipe s'exprime. Et ça, c'est l'interview et ça se prépare. Donc, on va aborder le premier sujet, diagnostic des 5 étapes telles qu'elles sont pratiquées. Parce qu'il y a la théorie, c'est les 5 cours, les 25 modules, vous êtes à un stade différent chacun, soit vous êtes au stade de l'évaluation de vous-même, de vos compétences, de vos expériences, vous constituez au fond le dossier de vous-même. Soit vous êtes au stade de cibler, et ça marche plus ou moins bien parce que vous cherchez les cibles d'entreprises de croissance et vous voulez vérifier, vous avez des annuaires, vous avez Internet qui vous donne des outils, mais il y a tellement d'outils que finalement on est perdu par la masse d'informations dont on dispose. Mais c'est une bonne nouvelle, parce que si on a cette masse d'informations, ça vous permet de choisir si vous avez des critères précis. Et puis il y a l'approche que beaucoup de gens redoutent parce qu'ils n'aiment pas sortir de leur confort moral. J'étais un de ceux-là. Donc, passer un coup de téléphone à des gens dont on dépend, dont la décision est déterminante pour votre avenir, vous ne savez pas s'ils vont être mécontents de l'appel, s'ils vont le prendre, s'ils vont vous donner un rendez-vous, comment ils vont recevoir cette information. Donc l'approche, vous êtes peut-être à 20% ou peut-être à 90%. Les vendeurs nés, eux, n'ont pas besoin de cette phase. Ils savent très bien comment approcher les gens et avoir des rendez-vous. Mais vous n'êtes peut-être pas de cela, comme moi, je n'étais pas de cela. Il faut surmonter sa peur et, et réussir l'approche. Sinon, vous n'êtes en contact avec personne. Alors, il y a les outils de marketing, qui est la 4e étape, pour voir où vous en êtes. Est-ce que vous avez fait une page LinkedIn remarquable ou est-ce que c'est encore médiocre? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi votre CV? Il communique bien ou pas? Il faut voir où vous en êtes sur le plan de ces outils de marketing, de communication d'ailleurs. On en a un nouveau qu'on va vous montrer. Voilà donc les 2 étapes. On va commencer par le diagnostic des 5 étapes de la découverte et de l'obtention d'un poste fait pour vous. Alors je rappelle que l'approche est de créer ce que les philosophes appellent une harmonie préétablie.
hein, le grand philosophe Leibniz avait inventé ce concept. L'harmonie préétablie, ça consiste à chercher des postes auprès de personnes qui ont besoin de vous en fonction des expériences que vous avez et de la compétence certaine que vous pouvez prouver. Donc faisons le diagnostic, où vous en êtes à cette étape, et puis ensuite on fera ça pour les autres. Il y a aussi des questions qui ont été posées, qui sont tout à fait intéressantes et auxquelles je vais répondre. Je le fais généralement à la fin. Alors, le diagnostic de l'auto-évaluation, il y a deux pièges. Soit on se surévalue en rêvant qu'on peut exercer une fonction qu'on n'est pas compétent d'exercer. Prenez un exemple, vous avez fait beaucoup de comptabilité, vous êtes contrôleur, vous pouvez faire des budgets, de temps en temps vous appelez la banque pour vérifier la situation du crédit régulier que vous recevez de l'entreprise, vous recevez de la banque en faveur de l'entreprise, et donc vous vous dites, moi je peux être directeur financier. Le directeur financier, c'est pas pareil. Ça veut dire qu'on est un comité de direction de l'entreprise, qu'on est le numéro 2 pratiquement de la maison, qu'on fait la stratégie financière qui s'identifie avec la stratégie tout court, qu'on décide ou non d'investir dans des acquisitions. Ce n'est pas vous qui prenez la décision, mais c'est vous qui recommandez au président de faire ou de ne pas faire. Et le président va dépendre de vous. Donc, êtes-vous qualifié pour ce poste en dessus? La tendance naturelle, c'est de dire, bah oui, c'est un poste remarquable, c'est bien vu, tout le monde considère qu'un directeur financier d'une grande société, c'est un poste en vue. Mais si vous échouez, vous ne serez plus en vue. Il faut savoir si vous êtes compétent pour ce poste. Donc, on est dans des problèmes qui vous affectent au premier niveau. Donc, là, le risque, c'est d'embellir son potentiel en disant je peux le faire et de ne pas voir qu'en réalité, il faut une étape intermédiaire. Il y a aussi le risque inverse, c'est quand vous pouvez le faire, de ne pas oser le faire. Très souvent, on reproche, à juste titre, aux femmes qui sont cadres supérieurs d'avoir peur de se porter candidate à des postes parce qu'elles sont intelligentes et elles sont prudentes. Et elles se disent, est-ce que je suis vraiment qualifié pour ça? Il faut peut-être attendre un peu, etc. Il y a des moments où il faut dire oui, et des moments où il faut dire non. Et ça, c'est le principe du self-assessment, l'auto-évaluation, qui est déterminant pour éviter les graves erreurs. Erreurs en plus, erreurs en moins. Donc, je vous engage à prendre l'auto-évaluation comme quelque chose de très sérieux, surtout si vous envisagez des promotions de carrière. Si vous êtes, au contraire, plus senior, que vous avez eu 2, 3 directions générales dans le passé, que vous connaissez vos forces et vos faiblesses en tant que directeur général, vous savez que vous pouvez revendiquer un autre poste de direction générale. Simplement, il faudra trouver le bon secteur, le bon patron, la bonne équipe, les finances qui sont correctes, les capacités de croître. Vous vous poserez toutes ces questions. Mais vous savez, par vos réussites antérieures en tant que directeur général, qu'il n'est pas de question que vous méritez ce niveau. Ce n'est pas le cas lorsque vous cherchez une promotion. Vous avez été pendant trop longtemps dans un poste subalterne, vous savez que vous pouvez faire le poste en dessus, vous l'avez même de temps en temps de façon intérimaire exercer ses fonctions, et là il faut sauter le pas. Et il ne faut pas hésiter et se dire je vais attendre 10 ans parce qu'après ce sera trop tard. Vous pourrez, mais vous aurez manqué les plus belles années de votre vie à attendre, à vous former davantage,
et, et à chercher une perfection qui de toute façon n'existe pas. On va donc continuer le diagnostic de la phase 1, l'auto-évaluation. Il faut, on vient le dire, je résume ce que je viens de dire, il faut regarder avec réalisme, avec humilité d'une part, mais avec objectivité. Et si l'analyse objective est que vous pouvez franchir un cap, franchissez-le. Je me souviens d'un jeune avocat de 30 ans qui connaissait parfaitement bien le droit des médias. Au moment où les médias se sont restructurés, où les radios clandestines ont été libérées, où les chaînes de télévision se sont multipliées et où l'État en a vendu certaines ou a vendu certaines ondes hertziennes, c'est-à-dire des droits de créer une télévision, la chaîne 5 s'est créée, il connaissait tout ça à fond. Mais il avait 30 ans et il me disait, non, il faut que j'attende une dizaine d'années, que je prenne de la bouteille, que je sois un avocat établi, que je sois respecté. Il avait des partenaires qui avaient 60 ans et qui le considéraient un peu comme un gamin. Et je lui ai dit, mais non, c'est faux. Vous faites le tiers ou la moitié des honoraires de ce cabinet, vous êtes considéré par les clients comme un interlocuteur légitime, c'est le moment de vous lancer et lancer votre propre cabinet. Ne restez pas dans votre cabinet où vous serez toujours considéré comme la cinquième roue du char. Lancez un cabinet, spécialisez-vous dans les médias, trouvez les financements nécessaires et allez voir les clients. Et c'est eux qui vont décider qui vous êtes et à quel niveau ils vont vous confier des missions. Et ça s'est très bien passé. Il est devenu un des avocats les plus en vue de Paris. A contrario, la présidente actuelle du groupe IBM, à un moment donné, elle raconte que son patron, elle était ingénieure système, elle s'occupait de secteurs de grands comptes, de banques, de compagnies d'assurance, et son patron dit, je vais quitter l'entreprise. Et je voudrais que ce soit vous qui soyez mon successeur. Elle a tout de suite reculé. Elle a dit, mais non, c'est beaucoup trop tôt, c'était pas prévu, je vais me casser la gueule, je ne suis pas en mesure de faire tout ça. Et elle raconte avec beaucoup d'humour qu'elle en parle à son mari, qui lui pose une seule question. Est-ce que si tu étais un homme, tu aurais dit la même chose? Évidemment non. Mais par prudence, par une sorte d'histoire du monde féminin, une image que l'on se fait de soi-même, elle hésitait à prendre les, l'habit, la structure, le commandement de son patron. Le lendemain matin, évidemment, elle a accepté le poste et son patron, qui était un mentor avisé et qui quittait la société, lui dit ne faites plus jamais ça. Alors je m'adresse aux femmes, ayez l'objectivité de prendre le poste en dessus si vous êtes compétente. Ne le prenez pas si vous n'êtes pas compétent, ça c'est clair. Donc, nécessité de réalisme, d'humilité, mais pas au point de se jeter des cendres sur le visage à tout moment, et objectivité. Donc ce travail d'analyse de soi-même, c'est la clé de voûte de la suite. Alors il ne faut pas croire une idée parfois répandue et totalement fausse, que la connaissance de certaines astuces, de certains trucs, même de certaines informations que je vous donne, va automatiquement vous trouver un poste. Ce qui vous trouvera un poste, c'est votre compétence, c'est pas moi.
Moi, je facilite le chemin, je pose les questions qui sont probablement bonnes, je l'espère, je vous indique le parcours, je vous indique que ce n'est pas par des trucs, par des astuces ou par des méthodes plus habiles qu'on obtient des postes. Ça joue pour avoir un premier contact, mais c'est votre compétence et c'est cela qu'il faudra vendre. Alors j'indique que la compétence est quelque chose qui est très élargi. Ça peut comprendre votre compétence technique, savoir un métier particulier et avoir fait des études dans ce sens-là. Il y a aussi le talent, il y a aussi la personnalité qui parfois sont encore plus importants. La pugnacité, la transparence, l'honnêteté, l'intégrité, le leadership, tous ces éléments sont déterminants. Et puis enfin, dans l'auto-évaluation, il faut voir ce que vous aimez. Car on ne peut pas aller contre sa nature profonde. Si vous êtes un entrepreneur et que vous aimez prendre les décisions, ça va être un désastre dans un grand groupe. Vous allez mettre en question à tout moment la politique générale, la stratégie, vous allez vouloir qu'on change les produits, qu'on change les prix, et vous allez créer la pagaille. Un entrepreneur, tout de suite, ça se voit. On dit, celui-là, il ne faut pas qu'il soit là. Il apprend peut-être comment marchent les organisations, qui sont ses futurs clients, mais quelqu'un qui est trop indépendant ne sera pas heureux dans une organisation importante. Donc il faut voir ce que l'on aime. Alors ça peut être un métier, bien sûr. Ça peut être une passion pour des gens d'un type particulier, une clientèle qui vous plaît, un domaine. Il y a, par exemple, des gens qui peuvent s'intéresser au secteur de l'éducation, qui est en pleine révolution avec Internet. Ça peut être des gens qui s'intéressent aux livres ou aux médias ou aux agences de publicité, mais ça peut être des personnes qui s'intéressent à l'évolution technologique ou bien à l'informatique ou à des solutions beaucoup plus complexes qui correspondent à leurs études et leur connaissance de ce monde-là. Faites une évaluation. Ne croyez pas que par juste des astuces méthodologiques ou une approche politique des choses, vous allez obtenir des postes. Faites l'inventaire de vos expériences, de vos talents, de vos compétences. Mettez par écrit tous ces éléments qui constituent votre bilan. C'est votre bilan personnel. Ayez des descriptions courtes et chiffrées de vos résultats passés. Ayez quelques petites histoires courtes décrivant qui vous êtes. Ne dites pas à vos interlocuteurs ou sur les curriculum vitae ou dans les lettres de motivation, je suis un leader, je suis quelqu'un d'intègre, je suis quelqu'un de ceci ou de cela. Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est donner des exemples d'histoires qui impliquent que vous êtes un leader. J'ai pu transformer l'équipe de vente qui s'orientait de telle façon en telle autre façon. Il faut être concret. Ça convainc les gens. Mais s'auto-proclamer leader charismatique est une idiotie. Ils verront bien si vous êtes leader charismatique parce que vous avez transformé une entreprise en créant une ambiance positive dans l'entreprise. L'auto-évaluation se termine par plusieurs documents. Il y a notamment le pitch de l'ascenseur, dont je vous ai parlé souvent. Je rappelle ce que c'est. Vous devez en 13 secondes, en rencontrant quelqu'un dans un ascenseur, c'est un vieil ami, vous avez fait l'université avec lui, il est devenu président
d'une grande société, vous le rencontrez par hasard, il vous dit, Jean-Michel, qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Et il faut pouvoir lui dire, je suis ingénieur système ou directeur de marketing ou ingénieur patrimonial, je travaille pour aider des clients qui veulent conserver leur patrimoine tout en le faisant croître. Et je cherche auprès d'institutions financières, de banques, de gestion de fortune, je cherche un poste où je m'épanouisse dans une équipe dynamique située à tel endroit. En 13 secondes, vous avez indiqué qui vous êtes. Il retient. Mais considération, il faut expliquer qu'il y avait un problème, que le patron, ceci, que cela, etc. Ça, on entre dans des anecdotes qui donnent mal à la tête aux gens. Ils se souviennent de rien. Dans les histoires que vous pouvez raconter, on en parlera tout à l'heure, il faut que ce soit des histoires courtes qui suivent un schéma très précis, indiquant quel était le challenge, qu'est-ce que vous avez fait et quel en a été le résultat. N'entrez pas dans trop de détails, on vous posera les questions si on veut savoir les détails de ce que vous avez fait. Mais il est bon d'avoir 2 ou 3 expériences réussies. Toujours au stade de l'auto-évaluation, il faut préparer pour l'avenir la définition de vous-même que vous demandera votre interlocuteur. C'est quand on fait l'auto-évaluation qu'on prépare l'interview. Parce que dans l'interview, au moment où vous vous êtes présenté, poignée de main, il vous offre un café, vous vous asseyez, la première question, ça va être une variante de la question « Parlez-moi de vous, où vous en êtes ?» S'il est plus précis, il dit « On va montrer, déclinez-moi votre curriculum vitae » ou bien « Quel est votre objectif ?» Mais ça revient au même. Ce sont des questions qui impliquent que vous ayez fait un travail précis au stade de l'auto-évaluation et que ce ne soit pas confus. Alors vous avez compris que vos traits de caractère doivent être donnés à l'occasion d'exemples et non pas des traits en général. On sait que chacun s'évalue d'ailleurs très mal sur ce plan-là. C'est l'auto-évaluation qui va engendrer le ciblage, car vous allez en principe, c'est la nature, comme la pesanteur est naturelle, comme loi de la physique, vous allez choisir des environnements, d'abord qui ont besoin de vous, qui correspondent à vos compétences, qui correspondent à vos personnalités, à vos désirs personnels d'entreprise, petite, grande, située dans tel endroit ou tel autre. Cet exercice est assez difficile parce que, en principe, les gens, les candidats à des postes, connaissent leurs entreprises, la première, la deuxième, s'ils ont fait 2, 3 entreprises, mais ils ne connaissent pas très bien, ils connaissent leurs concurrents, ils ont lu des revues dans lesquelles on parle des grands groupes internationaux et des événements économiques du pays, dans le meilleur des cas, mais ils ne connaissent pas très bien les entreprises qui pourraient leur plaire, et surtout celles qui ont des problèmes qu'eux pourraient résoudre. Car aller dans une entreprise où on n'a pas besoin de vous, c'est évidemment désolant. Alors il y a diverses techniques, on les a examinées pour cibler. Il y a d'abord les revues économiques qui indiquent les situations des entreprises, qui indiquent celles qui sont en croissance,
il y a des annuaires, il y a des associations selon les secteurs qui vont vous piloter. Puis il y a des sources d'information, vous avez des spécialistes, des chambres de commerce, vous avez des associations professionnelles où les dirigeants ou les cadres peuvent vous tuyauter sur tel ou tel secteur qui recrute à l'heure actuelle. Il existe d'ailleurs des sites où on indique les entreprises qui recrutent. Vous allez dans les sites de carrière comme Glassdoor, Experter, Indeed, vous examinez leurs annonces et vous voyez bien celles où il y a beaucoup d'annonces, c'est des sociétés qui sont en expansion. Et ça vous donne une idée un petit peu des secteurs où ils recrutent. Le ciblage est le résultat d'une petite étude de marché. C'est certain que si on reste passif et attendre des propositions, on n'en trouvera pas. Ou alors il faut se dire, j'envoie un curriculum vitae aux chasseurs de tête et aux sites d'annonces, qui sont nombreux, qui sont connus, et à ce moment-là, vous attendez d'être convoqué. Mais en dehors des curriculums vitae qui sont stupéfiants et très demandés, vous n'obtiendrez pas de grands résultats. Je recommande, vous le savez, de déterminer quel est le lieu où vous voulez travailler. C'est le premier point. Deuxièmement, vous indiquez vos préférences de secteur professionnel précis. Et vous connaissez ça puisque vous connaissez votre métier. Vous choisissez 30 entreprises, une dizaine en fonction de votre compétence précise, technique, une dizaine qui sont proches, mais pas tout à fait la même, et vous pouvez adapter vos compétences selon vos personnalités. Et puis une dizaine, peut-être 5 seulement, qui sont les secteurs de passion si vous avez des passions. Il est important dans le ciblage de choisir les entreprises petites, moyennes ou grandes selon vos préférences. Les start-up ou les sociétés très établies. Des équipes peu nombreuses peuvent avoir l'avantage de décisions plus rapides, de communication plus simple et d'une plus grande efficacité. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est le cas général. Et le plus dur, c'est de trouver les contreparties de vos compétences. C'est-à-dire, si vous êtes directeur commercial, il faut aller dans des entreprises qui cherchent à étendre leur marché et à améliorer leurs compétences de vente. Si vous êtes technicien ou informaticien ou vous avez une compétence de recherche et de développement très particulière, vous devez pouvoir identifier les secteurs où on recherche, où on a ces technologies, où on s'intéresse à ces systèmes informatiques dans lesquels vous êtes expert. Je vous ai indiqué dans le programme comment trouver des cibles et comment identifier les personnes à contacter dans les cibles. Alors ça nous mène à un diagnostic de l'approche. J'ai constaté que la plupart d'entre vous n'a pas de difficulté pour approcher les gens dès l'instant qu'ils peuvent les approcher directement. Ils ont les adresses par LinkedIn, ils envoient un mail, ils prennent rendez-vous en faisant un message percutant. Mais un certain nombre d'entre vous ont des difficultés pour approcher. Ça tient peut-être à leur timidité, ça tient peut-être à leur professionnalisme. Ils estiment que se mettre
en position où on peut vous dire non est désagréable. Mais en réalité, il faut savoir que les entreprises aiment bien qu'on les approche. Et les dirigeants ne sont généralement pas choqués parce qu'on les approche. Ils peuvent répondre, je ne suis pas compétent dans le domaine que vous indiquez et je regrette. Mais vous ne serez jamais insulté parce que vous avez approché quelqu'un. Il existe des messageries sur LinkedIn qui vous permettent d'approcher n'importe qui. Il faut que ce soit justifié. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit dans le secteur où il peut prendre des décisions sur votre recrutement. Il ne faut pas le mettre dans une situation où ça n'a rien à voir et c'est hors sujet. Alors, il y a le diagnostic des outils de communication. Alors, j'ai remarqué que quoi qu'on en dise, les curriculum vitae sont mal faits au départ. Ils résument mal ce qu'est la personne, ils n'indiquent pas les deux ou trois compétences spécifiques qu'ils ont par les succès et les expériences professionnelles. Ils sont parfois trop chargés, ils ne donnent pas les résultats à chaque étape de la carrière d'un individu. Donc, il faut remédier à ces défauts. Bon. La page LinkedIn, elle, c'est un peu différent parce qu'on se présente sous son meilleur angle. On indique ses qualités. Si on veut être discret sur sa recherche de job, on ne dit pas je recherche tel job, mais LinkedIn doit être votre vitrine et vous devez vous exprimer en disant j'ai telle orientation de vie et voilà les projets qui m'intéressent et je m'intéresse à tel secteur, etc. Si vous cherchez quelque chose, vous dites je recherche à l'heure actuelle un emploi dans tel domaine. Mais si vous n'êtes pas à la recherche, ou que vous ne voulez pas que votre patron le sache ou que votre entreprise le sache, vous indiquez simplement vos préférences, les secteurs qui vous passionnent, et les gens comprendront. Il y a des mots-clés qui sont utilisés dans les recherches pour vous retrouver. Il faut le savoir. C'est un peu comme Google avec les mots-clés. Mais LinkedIn a des mots-clés, et si vous indiquez que vous connaissez tel type d'informatique, l'infogérance par exemple, eh bien, si vous mettez infogérance, quelqu'un qui cherche, quelqu'un ayant l'expérience de l'infogérance, arrivera jusqu'à vous. En dehors de la page LinkedIn, du CV et de la lettre d'accompagnement qu'il faut préparer, on en parlera tout à l'heure, je vous propose, je vous soumets un document de préparation d'interview. Et ça, on va en parler. C'est la deuxième partie de notre webinaire d'aujourd'hui. Résumons un peu la situation. Prenez une feuille de papier, mettez les 5 étapes, si vous les avez parcourues, ou les 3, ça dépend où vous en êtes, et faites le diagnostic de vous-même et de votre performance sur ces 3 étapes. Mettez, j'ai une idée claire, par exemple, de mes cibles. Ou bien, j'ai pu obtenir 3 rendez-vous, 4 rendez-vous, j'ai un message de rendez-vous qui fonctionne bien, avec des pièces jointes, ça marche. Ou bien, vous pouvez dire, l'auto-évaluation que j'ai faite,
c'est limité à tel secteur, en réalité, je peux aller à tel autre. Il faut que vous évaluiez, vous donniez une sorte de notation à là où vous en êtes sur ces 5 étapes. Et chacun d'entre vous doit remédier aux défauts que vous aurez perçus ainsi. Globalement, je crois que les gens font bien la première étape. La seconde, ils peinent un peu, mais ils y arrivent. Ils ont des difficultés pour l'approche de la troisième étape. Leurs outils de communication s'améliorent, mais ils le font trop tard. Ils le font au milieu de la recherche. Il faudrait que ce soit au début. Alors voyons la préparation de l'interview. Je joins un questionnaire que vous pouvez faire pour vous-même qui indique les adresses, la société, les personnes rencontrées, leur téléphone si vous l'avez, les informations que vous avez regardées sur la société, c'est très important. Il faut rappeler tout ce que vous voulez dire dans l'interview, car une fois que vous êtes dans la salle d'interview ou dans le bureau, on oublie. On oublie les histoires qu'il faut raconter pour justifier de votre personnalité et de certaines de vos qualités. On oublie les 3 expériences clés qu'il faut à tout moment avoir en tête pour pouvoir montrer qu'on est la personne à recruter. Et à un moment donné, on vous pose une question. Est-ce que vous avez des questions à poser? Il faut être prêt avec 3 questions ou 4 questions pertinentes. Donc, le document que je vous propose, qui fait 2 ou 3 pages, doit inclure un rappel de ces histoires que vous devez être prête à raconter, des 3 expériences à succès que vous avez rencontrées, de comprendre les questions que vous voulez poser. C'est une anti-sèche. J'ai emprunté cette idée à plusieurs cabinets américains spécialisés dans la chasse de jobs, à Muse par exemple, et à quelqu'un qui s'appelle Andy Lashivita, dont je vous recommande la consultation. Et c'est remarquable, ils disent même indiquer ce en quoi vous correspondez au poste, parce qu'on vous le demandera. Et une réponse structurée vous sera rappelée en lisant vos notes. Certains vont même jusqu'à dire, donnez ce document qui est votre pense-bête, mais qui permettra au futur employeur de vous sélectionner plutôt qu'un autre, parce qu'il aura davantage d'informations que sur les autres. Je voudrais vous aider à élaborer la réponse à la question qu'est-ce que je vais demander à l'entreprise? On vous pose à un moment donné, on dit avez-vous des questions que vous aimeriez poser à l'entreprise? Eh bien, surtout ne répondez pas non, je connais bien, pas de problème. Ça, c'est très mauvais. Ça montre manque d'imagination et manque de pertinence par rapport au poste de responsabilité que vous aurez par la suite.
Les questions qu'il faut poser doivent porter sur la stratégie de l'entreprise, car ça montre que vous avez une vista, une vision des vrais problèmes fondamentaux et pas seulement des détails de la vie de l'entreprise. Et ça, c'est pour tout le monde. On aime recruter quelqu'un qui sait pourquoi il travaille. Alors, les questions à poser, par exemple, c'est quels sont vos futurs plans pour tel département ou telle activité ou tel produit? Pouvez-vous me décrire l'équipe avec laquelle je vais travailler? C'est une question bête, mais toute simple, qui va vous donner des éléments de conversation nombreux. Je vous suggère de ne jamais poser de questions où on répond par oui ou par non, ces fameuses questions directives. Il faut poser des questions non directives où il peut y avoir un suivi de conversation. La raison étant que c'est dans le suivi de conversation qu'on voit votre style analytique et votre intelligence. Votre intelligence se mesure par la capacité de vérifier par une deuxième question, une troisième question, si vous avez eu la bonne réponse ou non, ce qui est le signe d'un cadre compétent. Autre question, je suis recruté, sur quoi me jugerez-vous dans les 3 prochains mois? Quels sont vos critères d'évaluation? Et sur quoi me jugerez-vous, c'est une variante, dans les 2 prochaines années? Quels sont les critères pour lesquels et qui va m'évaluer? Très important. Ça vous permet d'aligner la description de qui vous êtes par rapport aux critères de l'entreprise. Le principe avec lequel on raconte une histoire de son passé, une expérience, c'est la méthode STAR. La méthode STAR, qu'est-ce que c'est que la méthode STAR? S-T-A-R. Alors, la méthode STAR, que je vais vous décrire ici, c'est d'abord de décrire S-T-A-R, S, la situation. Vous avez découvert une situation, un produit qui ne marchait pas, une vente qui avait échoué, des questions que se posait le management de l'entreprise. Il faut décrire le challenge initial. Dans le passé, vous trouvez une situation où vous aviez la concurrence acharnée de quelqu'un sur les prix, par exemple. Donc, c'était là votre challenge. T, la lettre T, c'est les tasks. Quelle était votre mission? J'emprunte ça aux anglo-saxons, S-T-A-R. Quelle était votre mission? Votre mission, ben, votre patron vous demande de débrouiller telle situation commerciale ou telle autre. C'était ça votre devoir. A, S-T-A-R, la lettre A correspond à l'action, à l'initiative que vous avez entreprise. Il faut la décrire en une phrase. Et R, les résultats. Vous avez obtenu tel bénéfice, tel profit, tel résultat technique. Alors la règle d'or, c'est le système KISS, que vous connaissez bien, c'est Keep it simple, stupid. En fait, en réalité, c'est pas Keep it simple, stupid, c'est Keep it simple and short. Donc vous prenez la situation que vous avez trouvée, sur laquelle on vous avait posé le problème,
quel était votre devoir, votre mission, quelle action vous avez entreprise et les résultats obtenus. Alors si votre interlocuteur dans l'interview vous demande des détails, vous les donnez, mais vous restez sur ces 4 points de la méthode STAR, 4 phrases. Et il faut en avoir 3 ou 4 en réserve. Ça peut être un investissement, ça peut être un conseil que vous avez donné, ça peut être un employé que vous avez retenu alors qu'on ne voulait pas qu'il parte, etc., etc. Ça peut être très varié. L'elevator pitch, je voudrais en parler un peu plus tard à l'occasion d'une question. Et on m'a posé une question sur la cover letter. Donc je réserve ça pour plus tard. Je vous ai indiqué que dans l'interview, il faut vous avoir des questions d'avance. Et le document de préparation vous permet d'avoir un pense-bête qui vous rappelle les 10 priorités, ou 5, ou 10, ou 15 priorités qu'il ne faut pas oublier. Et vous avez des notes, et ces notes, moi je ne trouve pas idiot de les remettre au client, enfin au client, à votre employeur futur, de les remettre s'il les veut. Donc vous pouvez il vous fait une remarque, il va tout de suite vous faire une remarque, je vois que vous êtes très bien préparé, et vous dites, oui, j'ai fait des notes avant la réunion, est-ce que vous les voulez? Je peux les ajouter au CV. Généralement, il dira oui. Et ça, comme je le disais tout à l'heure, ça lui donnera une masse d'informations sur vous qu'il n'aura pas sur vos concurrents. Et la décision se prend souvent sur la base, malheureusement, des informations dont dispose l'interlocuteur et non pas sur la qualité du candidat. Ça arrive très souvent. On essaye de l'éviter, mais il faut savoir que la plupart des interviews que vous allez passer, ça va être avec des gens qui n'ont pas l'expérience de l'interview. Parce que si vous voyez un recruteur, un DRH, certes, vous aurez des gens d'expérience, mais l'interlocuteur final, c'est un opérationnel qui a besoin de vous, à moins que ce soit pour un poste de recrutement. Et là, manifestement, vous allez tomber sur des non-professionnels qui vont oublier ce que vous avez dit. Et si vous remettez ce document, eh bien, vous aurez une trace écrite de vos expériences de réussite, de vos traits de caractère démontrés par ces expériences, de ce que vous recherchez, de ce que vous voulez éviter. Et il y a un paragraphe qui est votre analyse de la proximité par rapport au profil. Vous connaissez le profil du poste, vous pouvez indiquer, ben, par rapport à ce profil, je suis 1, 2, 3, 4. Je voudrais aborder les questions d'interview. La question de l'interview suit, je regarde l'heure pour que ce ne soit pas trop long, suit un certain nombre de règles. Alors vous avez les interviews pour des postes, disons, le cadre supérieur, puis vous avez les interviews pour des postes de département ou de division, mais qui ne sont pas des postes élevés dans l'entreprise. Ce sont des interviews qui suivent des règles différentes. Pour un interview junior, il s'agit par exemple de quelqu'un qui veut prendre un poste fonctionnel d'expert. On veut simplement savoir s'il est compétent dans ce domaine et s'il s'entend avec l'équipe. Voilà. Il y a peut-être d'autres questions qu'on veut connaître,
mais c'est à peu près tout. Pour un poste de directeur général ou de comité de direction, on veut savoir s'il va avoir un impact sur l'organisation et sur le futur de l'entreprise. Un peu différent. Alors j'ai développé 2 schémas d'interview. Il faut dire que les 2 schémas se complètent parce que si vous vous intéressez à la stratégie de l'entreprise alors que vous allez avoir un poste d'expert et que ce n'est pas nécessaire de connaître la stratégie de l'entreprise, c'est un élément positif. Et donc, qui peut le plus, peut le moins. Mais je vais reprendre ces 2 listes. Liste pour un poste courant, moyen, et puis liste pour un poste supérieur ou de direction générale. Alors, pour un poste moyen, bien sûr, il faut vous préparer à connaître l'entreprise et à répondre à la question parlez-moi de vous. Ça, c'est fondamental, avoir la réponse à cette question. Ils vont examiner votre personnalité. Si vous êtes positif, il faut sourire, mais il faut aussi admettre ses faiblesses. Si on est un peu nerveux, ce n'est pas un problème. C'est correct de l'admettre. Il faut avoir lu le profil du poste une demi-douzaine de fois et voir ce sur quoi vous correspondez, ce sur quoi vous correspondez moins. Et il faut donner des exemples de situations qui correspondent aux spécifications que vous avez obtenues et au profil. Il faut préparer 3-4 questions, comme je l'indiquais tout à l'heure, sur les futurs plans de l'entreprise et sur la concentration de votre travail dans les premières semaines. Alors, on vous demandera parfois quels sont vos défauts. Je n'ai pas dit comme ça, mais quels sont les problèmes que vous avez rencontrés, résultant de votre personnalité, etc. Il faut choisir des défauts qui sont l'envers de qualité, bien entendu. Alors, il ne faut pas que ce soit avec des gros câbles et que vous disiez, moi j'ai un problème, c'est que je travaille trop, des choses comme ça. Ça, 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 fait, ça fait grotesque et ça fait petit malin. Mais vous pouvez utiliser comme défaut, par exemple, que vous êtes impatient sur les résultats à obtenir, que vous avez un mauvais équilibre entre votre travail et votre vie professionnelle, d'une part, et votre vie privée de l'autre, et que ça crée un stress, et que vous y travaillez. Vous pouvez donner comme défaut que vous avez tendance à réaliser tout seul la demande qui est faite par le management, alors qu'il faudrait demander l'avis de diverses personnes. Il y a cette question un peu surnoise. Dites-moi pourquoi je devrais vous recruter. Je crois qu'il faut se baser sur les spécifications et dire j'ai besoin probablement de formation sur les produits ou sur l'entreprise, mais je suis quelqu'un qui apprend rapidement, je m'entends bien avec tout le monde et je remplis les divers points des spécifications. Il y a une règle d'or, c'est que quel que soit votre passé, vos anciennes entreprises sont très bien, vos anciens patrons sont très bien, vous ne dites pas de choses négatives à leur sujet. Sinon, ils vont tout de suite dire, ben, ils diront la même chose sur nous. Ne jamais admettre
que vous n'avez pas d'expérience dans un domaine, vous pouvez dire que vous pouvez vous former rapidement et donc vous transformer en positif ce qui est négatif. Alors souvent, on vous pose des questions. Décrivez-moi une situation dans laquelle vous avez fait ceci ou cela, rencontré un problème. Et là, votre stock d'histoire va servir. Donc vous allez, vos expériences réussies, dont vous avez fait la liste, il faut en avoir trois ou quatre, pour vous servir à répondre à cette question. Bon, il existe des listes d'interviews, j'en ai dans un module particulier de la bibliothèque de Happy Job Consulting. Il existe des centaines d'autres questions auxquelles il faut se préparer. Je vais aborder maintenant la checklist. Ça, c'était la checklist pour les postes ordinaires et pour les postes élevés, que ce soit des cadres supérieurs au comité de direction ou des postes de direction générale. Alors là, le jeu est totalement différent. La première des choses, il faut avoir recherché la société qui est en face de vous. Il faut connaître le bilan, il faut connaître l'organisation, il faut connaître la concurrence, les produits ou les services. Il faut vous être renseigné. On ne vous pardonnera pas de poser une question sur quelque chose qui est connu. Parce qu'on dira, il n'a pas étudié, il est venu les mains dans les poches, c'est un amateur. Deuxièmement, il faut bien comprendre la cohérence interne et externe de l'entreprise, de ses méthodes, de son organisation, de ses politiques et de sa stratégie par rapport à l'ensemble du monde concurrentiel, de leurs concurrents principaux, de leurs fournisseurs, des clients, et donc comprendre l'interaction entre la politique à l'intérieur de la maison et la politique externe. Il est très important de savoir que l'interview doit concerner la compagnie et non pas le job. Vous êtes recruté pour un poste de directeur financier, mais vous devez avoir un impact sur l'entreprise. Et si vous posez tout le temps des questions sur l'entreprise, sur sur le poste de directeur financier qu'on vous propose, ou directeur juridique, sans que vous parliez de l'entreprise, ça n'a aucun sens. Vous interagissez sur l'entreprise, votre fonction, que vous pourriez analyser en détail à l'infini. Et c'est une mauvaise approche. L'impact que vous allez avoir, c'est sur l'entreprise. Lorsque on vous parle de vos expériences, il ne faut pas évoquer combien de personnes étaient sous votre responsabilité. Il faut invoquer combien de profits vous avez fait gagner. Donc c'est important de ne pas se tromper de question. Des gens décrivent une organisation, ils avaient 10 000 personnes sous leur autorité, etc. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est quelle était leur contribution au profit et à la stratégie du groupe. Autre paradoxe, quand vous êtes interviewé pour un poste élevé, ne parlez pas trop de vos passés. Le passé, on vous posera des questions. Ne vous éternisez pas sur le passé. Changez la conversation sur le futur. On vous interroge sur votre deuxième poste, vous étiez
il y a 7 ans, en charge des ventes de telle entreprise. Vous pouvez décrire effectivement ce que vous avez fait. Vous vous faites aider par votre pense-bête d'histoire en stock. Mais très rapidement, vous changez la conversation et dites est-ce que cette expérience va me servir dans, dans votre entreprise et vous initiez une conversation à ce sujet. Il faut autant que possible parler 80% du futur avec eux et 20% de son passé ailleurs. Très souvent, on se noie dans les analyses du passé, c'est très mauvais. Alors il y a aussi l'ordre séquentiel de la présentation de votre poste. Si vous êtes interviewé pour un poste élevé, on veut que vous participiez à la stratégie de l'entreprise, ou que vous la compreniez, ou que vous voyez quel est votre rôle et quel est l'impact qu'on attend de vous sur la stratégie de l'entreprise. Donc, quand on vous pose une question sur un poste que vous avez eu il y a 10 ans, ramenez la conversation sur l'entreprise qui est en face de vous et parlez de l'impact sur la stratégie que vous pourriez avoir en faisant telle ou telle activité. Le vrai sujet, c'est l'impact en chiffres que vous aurez sur l'entreprise qui vous engage. Il est important de ne pas vous éterniser sur les détails de votre job ancien, surtout pas sur les premiers. Les premiers jobs, vous passez dessus, vous les décrivez. Seuls les 2 derniers jobs comptent dans l'interview. Et vous parlez de la stratégie que l'entreprise avait, des objectifs qui étaient les vôtres, et dans ce cadre-là, de la mission qui était la vôtre, et vous parlez du macroéconomique au microéconomique. Et les détails, vous allez ennuyer votre interlocuteur, sauf s'il le demande. S'il vous demande un détail particulier, vous lui donnez. Mais ne cherchez pas l'analyse des détails d'un job de votre passé. Ça vous enlève du temps pour parler de l'avenir avec eux. Bon, j'ai déjà indiqué, si on vous pose des questions sur vos qualités principales, si vous répondez je suis intègre, je suis un leader d'hommes, je suis très organisé, donnez des exemples plutôt que de donner des qualités. Ou plutôt, faites en sorte que les qualités sortent des exemples que vous allez donner. Alors, il y a des entreprises qui voudront vérifier, et ils auront raison, si vous êtes capable de communiquer. Donc, la communication, elle se fait autant par les silences, parce que vous écoutez, vous montrez que vous savez écouter, un bon communicant est quelqu'un qui écoute, que par les paroles que vous prononcez. La communication, elle se fait aussi dans le verbal et dans le non-verbal, moitié-moitié à peu près. Donc il faut montrer que vous avez ces talents de communiquer, un petit sourire, et, et ça veut dire je suis sceptique sur ce que vous avez dit. Et c'est très important cette communication, parce que ça vous permet de rebondir sur un point que vous n'avez pas bien expliqué. Bon, le look est déterminant, moi je suis favorable, vous voyez. Là je me présente à vous, j'ai un costume bleu, une cravate sobre et une chemise blanche. Si vous êtes interviewé dans un poste de cadre supérieur ou de dirigeant, présentez-vous bien, sauf si l'entreprise est une entreprise de sport, une entreprise de création,
de radio, de publicité, évidemment, ils ont des codes vestimentaires différents. Mais en général, présentez-vous plutôt mieux que moins bien. C'est un signe de respect et vous pourrez vous adapter après. Pour les femmes, des pantalons élégants ou des robes ou, ou une blouse. Ce sont des marques de respect arrivées de façon médiocre vous positionnent mal. Mais il y a des environnements qui ont des codes vestimentaires différents. Il faut vous renseigner avant. Point essentiel, sourire. Alors moi j'ai ma méthode, je regarde les citations d'humoristes. Je prends Mark Twain, par exemple. Et en pensant à Mark Twain, je pense aux phrases humoristiques qu'il a indiquées. Mais vous pouvez prendre des citations de Courteline ou de Sacha Guitry ou plus récentes. Vous pouvez écouter du Coluche ça vous mettra dans une ambiance de sourire. Allez à la réunion en étant en confiance en vous, parce que vous avez des atouts. Relisez les expériences positives que vous avez eues, ça vous mettra en confiance. Vous méritez cet entretien et vous méritez ce poste. Il ne faut pas non plus braver et y aller comme si c'était fait. Mais tout en étant sobre, on peut sourire. C'est un signe positif et puis surtout la confiance en soi. Chasser les pensées négatives qu'automatiquement vous aurez. Je ne suis pas compétent, ce poste est trop haut pour moi, le NIT ne voudra pas quelqu'un comme moi, il n'aime pas les blondes, il n'aime pas les brunes, tout ça c'est des idioties. Il n'aime pas les gens qui sont ingénieurs, il n'aime pas les gens qui ont fait une HEC, ou il n'aime pas les polytechniciens. C'est des préjugés qui n'existent pas et dont vous ne devez tenir aucun compte. Mais essayez par un sourire de montrer que vous appréciez la réunion et que vous êtes sûr de vous. Voilà les deux checklists que je voulais qu'on examine ensemble. Elles se complètent. Et d'ailleurs, même si vous interviewez pas pour un poste de direction générale, la checklist 2, celle qui est plutôt pour les dirigeants, s'applique également, car ça montre que vous avez une dimension, une vista qui n'est pas celle de quelqu'un qui polarise sur son poste. J'ai beaucoup d'admiration pour l'Amérique. Je suis allé un jour dans une entreprise pharmaceutique qui était à l'époque la première du monde. Je ne sais pas si elle l'est restée par le jeu des fusions. C'était American Home Product. L'entrée était modeste, je me souviens que c'était hier, et il y avait un portier, un homme d'accueil, qui devait avoir 60 ans. Il accueillait et il dispatchait les visiteurs. J'étais en train d'attendre, dans la salle d'attente. En Amérique, vous savez, on parle très facilement, on aborde très facilement les gens. Je lui demande, comment marche la société? Ça va? Eh bien, il connaissait le cours de bourse, il avait lu les articles sur la stratégie de l'entreprise, il appréciait les acquisitions qu'il avait faites, il y avait un board avec un tel comme président, il savait beaucoup de choses. Et c'était l'employé le plus bas de l'entreprise, peut-être. Je vais vous raconter une histoire sur quelqu'un qui est connu en France, qui s'appelle Noël Goutard. Noël Goutard a repris Valeo, c'était un ensemble disparate
des participations, la plupart venant de la banque Paribas, dans les accessoires automobiles. Il a pris cet ensemble qui était mal en point, qui perdait de l'argent, et il en a fait une entreprise modèle parmi les plus profitables et les meilleures en France. Il me raconte son premier job. Son premier job, il y avait à l'époque des téléx, il était télexiste dans une société de grains. Vous voyez, comme il y a Fribourg, Dreyfus, ce sont des gens qui vendent des céréales comme matière première sur les marchés internationaux. Mais la société où il travaillait vendait du pétrole. C'était donc des spécialistes des transports pétroliers, et ils vendaient du pétrole dans le monde entier, du Japon, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Lui recevait les téléx. Le président, tous les jours, passait à l'américaine, il saluait Noël Goutard, qui devait avoir 20 ans ou 21 ans, et il disait comment ça va. Et puis, phrase sympa au Frenchie qui était télexiste pour quelques mois, ce n'était pas un poste définitif, il avait fait une école de commerce et il était en stage à New York. Au lieu de dire bonjour, ça va bien, il fait beau, Noël Goutard avait très rapidement vu qu'il y avait des déplacements de bateaux pour lesquels on recevait les téléx. Et il disait au président, je vois qu'il y a beaucoup de bateaux qui sont à Abu Dhabi aujourd'hui. Puis le président dit, ah bon. Puis un jour, il dit, alors qu'est-ce qu'il y a comme bateau là? Il dit, Yokohama, le port de Tokyo, il y a une accumulation de ceci, de cela. Je reçois des téléx de l'arrivée de 15 bateaux. Et en fait, ça avait un sens, tous ces téléx. Car si on remontait au niveau de la stratégie, ça voulait dire qu'il y avait un surplus dans tel endroit, un manque de pétrole dans tel autre, et par le jeu des téléx, il avait initié un dialogue avec le président de l'entreprise qui, le matin, disait, alors qu'est-ce que vous me racontez comme nouvelle aujourd'hui? Il y a dans les ports américains, il y a 10 bateaux qui sont arrivés, c'est des bateaux qui transportent des tonnes et des tonnes de pétrole. Il avait compris un peu, et ça jouait sur les cours du pétrole, car selon l'importance dans tel endroit et des transports, on pouvait établir des statistiques. Donc le petit élexiste était en fait quelqu'un qui apportait au président de l'entreprise des informations clés. Bon, après, il a évolué dans l'industrie pharmaceutique, puis dans l'armement, et puis il est devenu le grand patron que l'on sait de Valeo. Et d'ailleurs, après sa retraite, il a racheté d'autres entreprises à 80 ans. C'est un personnage extraordinaire. Je dis ça parce que même si vous êtes dans un petit poste dans une entreprise, comme l'homme qui était portier dans cette société pharmaceutique perdue dans Manhattan, il avait une idée de la stratégie de l'entreprise. Eh bien, vous devez faire pareil. Vous devez lire le rapport annuel. Dans le rapport annuel qui fait généralement 100, 200 pages, très ennuyeuse, qui voit tous les aspects de l'entreprise, il y a un discours du président qui fait 5-6 pages, qui résume tout. La situation de l'entreprise, les points positifs, les points négatifs, le challenge. Il est obligé de déclarer quelles sont les stratégies de l'entreprise pour les 2 prochaines années. Lisez cela. Et même si ça ne vous concerne pas, parce que le poste que vous recherchez est technique, le fait d'avoir une vision d'ensemble de l'entreprise
vous permet de remplir les points qui séparent votre job de la stratégie générale de l'entreprise, car tout a un sens. Je pense que ça améliore votre position et entre deux candidats, on choisira celui qui connaît bien sûr le métier, mais qui en plus a une vision générale de l'entreprise, car c'est quelqu'un qui a du potentiel. Et les entreprises ne recrutent pas souvent ne recrutent pas pour un poste, mais recrutent pour le poste suivant ou le poste d'après. Ils veulent que les personnes puissent progresser dans l'entreprise. Je tenais à vous signaler ce point qui est capital lors des interviews. Il ne faut pas non plus se perdre dans les visions stratégiques alors que vous avez un poste très précis à remplir. Je vais aborder maintenant les questions qui ont été posées. On me pose la question, quel est le meilleur format pour une lettre de motivation? Alors tout d'abord, moi, je n'appelle pas ça une lettre de motivation. C'est bien sûr le terme, car c'est une lettre dans laquelle on indique, je vous transmets mon curriculum vitae, et voilà pourquoi je suis motivé par votre entreprise. C'est une lettre de couverture, tout simplement. C'est une lettre de transmission. Alors moi, j'appelle ça, les Américains appellent ça une lettre de couverture. J'appelle ça une lettre de couverture. Alors, comment organiser? Je vais vous donner le plan que je propose. Je la propose très simple, cette lettre de couverture. Parce que le curriculum vitae, normalement, couvre tout. Donc, il faut que vous soyez archi efficace dans cette lettre. Je propose 4 parties pour répondre donc à la question, quel est le meilleur format d'une lettre de motivation? Alors, le meilleur format. Je propose 4 paragraphes séparés. Premier paragraphe. Vous dites bonjour monsieur, cher monsieur, madame, etc. Premier paragraphe. Je vous écris concernant un poste ou bien le poste, selon que vous répondez à une annonce ou simplement ce soit une candidature spontanée. 2, et vous mettez le poste dont il s'agit. Je vous écris concernant le poste de directeur financier ou de comptable ou de, peu importe, de directeur juridique ou de, pour votre société. Il faut préciser, si c'est une réponse à une annonce, ben vous dites le texte de l'annonce. Vous dites c'est la référence, etc. Deuxième paragraphe. J'offre X années d'expérience approfondie en tant que candidat compétent pour ce poste. Ou vous pouvez dire, j'offre 5 années d'expérience qui font de moi un candidat compétent pour ce poste. Troisième paragraphe. Alors là, c'est plus astucieux, parce que je suppose que dans votre curriculum vitae, tout à fait en haut de la première page, vous allez indiquer les 3 expériences qui démontrent qui vous êtes. Des expériences réussies. Votre carte de visite, ce n'est pas simplement votre nom, vos diplômes et votre numéro de téléphone, c'est
J'ai fait ça. J'ai petit 1, petit 2, petit 3. D'où le troisième paragraphe de la lettre de couverture ou de motivation. La portion supérieure de mon curriculum vitae contient 3 expériences qui démontrent ma compétence pour ce poste. Ça oblige l'interlocuteur à regarder ces 3 expériences, et ces 3 expériences justifient que vous êtes un candidat solide. Alors le quatrième paragraphe peut varier, mais moi je suis assez sobre. Il y a ceux qui font une tartine sur le fait que je suis motivé par votre entreprise, un baratin innommable qui, par sa répétition, montre que ce sont des phrases plaquées qui viennent d'ailleurs. Mais moi je mettrais, je suis heureux de cette opportunité. De remplir un poste 2, il faut donner le nom du poste, et là vous ajoutez, c'est très important, ou pour un autre poste dans votre entreprise. Car parfois, ils ont plusieurs postes à pourvoir, mais ils ne font une annonce que pour un. Ou bien vous êtes convoqué pour un, mais il y aura peut-être d'autres. Alors, si vous avez une des raisons personnelles d'exprimer votre motivation parce que vous avez une histoire qui s'est passée dans votre vie, que vous avez découvert un produit, ou vous avez réalisé quelque chose de spectaculaire, vous pouvez dire effectivement, compte tenu de l'expérience que j'ai eue, le fait de travailler pour vous m'excite particulièrement. C'est vrai, on peut faire des variantes. Mais en gros, c'est les 4 points simples que je mets dans les lettres de couverture, qui, avec les 2 petites subtilités, permettent à l'interlocuteur d'aller sur l'essentiel de votre curriculum vitae, qui sont les 3 expériences réussies, et d'autre part, l'idée que vous pouvez entrer dans d'autres postes de l'entreprise s'ils sont disponibles. Voilà ma réponse à la première question. La deuxième question, c'est quand on a ciblé une entreprise et qu'on n'a aucun contact avec le dirigeant susceptible de vous recruter, ou de nous recruter, dit-il, c'est Clément, que recommandez-vous? Alors je recommande de sélectionner sur LinkedIn l'interlocuteur le meilleur pour vous. Vous avez ciblé, vous avez un dirigeant susceptible de vous recruter, un opérationnel généralement, c'est quelqu'un qui paye votre bonus. Vous voyez, c'est ça l'opérationnel. Vous êtes chef de produit ou directeur de marketing, vous dépendez d'un directeur de division, vous cherchez qui est le directeur de la division X, Y, vous l'avez identifié, ça n'empêche pas que vous écriviez par la suite au DRH en disant j'ai écrit à un tel, je vous envoie une copie de mon courrier que je lui ai adressé, etc. Ça n'empêche pas. Et vous le faites plus tard, quand la décision ou non de vous interviewer sera prise par l'opérationnel. Donc vous écrivez à l'opérationnel, dans messagerie, vous cherchez son nom, vous appuyez sur messagerie, et là vous faites un message qui doit être très court, 100, 120 mots. D'ailleurs, si vous dépassez
le nombre de mots que LinkedIn vous autorise, ils vous disent c'est trop long. Donc vous devez supprimer une partie du message. Et je mettrai l'équivalent de l'elevator pitch, donc le pitch de l'ascenseur. Je suis, et vous décrivez ce que vous êtes, je m'occupe de clients que j'assiste des clients qui font ceci, cela, cela, et je leur permets ceci, ceci, cela. Je désire vous rencontrer pour contribuer, et vous mettez ce sur quoi vous pouvez contribuer à votre division. Je joins mon curriculum vitae en pièce jointe, et vous pouvez le faire, un lien. Et vous proposez un rendez-vous, vous mettez votre mail, votre portable, bien en évidence, et vous avez fait le contact. Il est essentiel de ne pas le laisser lettre morte, ce contact, parce que un dirigeant qui se respecte reçoit 100 ou 200 mails par jour. Il reçoit des emails, peut-être moins, parce que les gens pratiquent moins ça. Donc il faut appeler son assistante. Elle ne saura même pas que vous avez écrit. Vous lui proposez d'envoyer par mail la copie du message que vous avez envoyé à son patron. Vous êtes extrêmement collaboratif et sympa avec elle. Et vous dites, moi, je suis disponible pour voir le patron, 20 minutes, si elle montre que c'est compliqué, etc. Mais si vous mettez quelque chose d'intéressant dans le message, ce sur quoi vous pouvez contribuer telle chose précise que vous supposez dont il a besoin. Il vous donnera un rendez-vous. Il ne refusera pas un rendez-vous de 20 minutes, même s'il est archi occupé. Ou, ce qui n'est pas mauvais, d'ailleurs, il est trop haut pour prendre la décision sur le poste et il va vous recommander quelqu'un qui est beaucoup plus opérationnel. À ce moment-là, vous envoyez un message à cette personne en disant, Monsieur Untel, son patron, m'a recommandé de vous appeler car je cherche un poste de ceci, de cela, je suis, vous donnez, et vous recommencez le même message. Nous sommes en 2020, les gens s'appellent directement. Il y a 30 ans, je n'aurais jamais donné ce conseil. D'abord, ça n'existait pas, ces messageries-là, et c'était incongru. On écrivait une lettre, souvent même, ils demandaient des lettres manuscrites, parce qu'il y avait des graphologues en herbe, qui se prenaient pour des grands juges des Écritures, et on a envoyé une lettre manuscrite qui arrivait chez un DRH qui vous répondait oui, non, peut-être. Ce monde est révolu, les opérationnels ont besoin ou n'ont pas besoin de vous, ils sont contents qu'on les approche, ils trouvent ça tout à fait normal, ils ne vous en veulent pas. Si c'est trop haut, ben c'est la collaboratrice qui se substitue à son patron et qui vous dit que, le mode d'emploi. Une entreprise se doit de recruter les meilleurs talents et d'être à tout moment à l'écoute du marché. Donc, je ne saurais trop vous recommander d'utiliser l'email. Alors, il y a une autre façon d'opérer, évidemment. Je l'ai utilisé dans des cas particulièrement graves. Il y a eu un décès dans une entreprise, enfin, c'était très délicat. J'ai envoyé une lettre manuscrite au nom de la personne. Et ça, évidemment, on se fait remarquer.
parce qu'il n'y a plus de lettres manuscrites. Les gens n'écrivent plus, et donc on est la seule lettre qu'il ait reçue de la semaine. Vous pouvez envoyer une lettre normale, que vous envoyez par courrier postal. Ce n'est pas non plus un crime. Quelle que soit la méthode, vous avez identifié l'entreprise, vous avez identifié le dirigeant que j'appelle le décideur dans mon vocabulaire, celui qui décide si oui ou non il a besoin de vous. Vous lui écrivez. Si vous avez bien jugé de la cible, vous aurez une réponse soit d'attente, soit positive, soit négative, mais au moins vous saurez à quoi vous en tenir. Je vous conseille de faire le suivi avec la secrétaire en appelant le standard de l'entreprise et en demandant l'assistante de monsieur Untel. On vous la passe, il n'y a pas de problème. Et le scénario, je vous l'ai indiqué. Voilà ma réponse à cette question. J'espère vous avoir été utile. Tout est dans les détails. Le diable se cache dans les détails, comme on dit. Alors, j'ai répondu à vos questions. Nous avons examiné aujourd'hui le sujet qui nous préoccupait, qui était de faire un diagnostic des 5 étapes qu'il faut suivre pour efficacement trouver le poste qui vous correspond, le poste idéal. Nous avons examiné également les checklists d'interview pour un poste normal, ordinaire, de cadre, de haute responsabilité, et puis la checklist pour un cadre de direction générale ou de direction importante. Ces deux sujets complètent le diagnostic et il faut maintenant que vous jugiez où vous en êtes par rapport à ces critères. N'hésitez pas à m'interroger si vous vous sentez bloqué ou en difficulté, ou si vous désirez, par l'échange, d'avoir des idées créatives. Souvent, la personne qui est sur le problème, qui est son problème, ne voit pas l'ensemble. L'arbre cache la forêt. Alors que l'étranger, c'est mon cas, le consultant extérieur, tout de suite peut dire, mais avez-vous envisagé ça? Et les gens disent, mais oui, mais bien sûr. Donc je suis à votre disposition par mail ou autrement par communication téléphonique. Je suis là pour vous aider et pour faire avancer votre projet. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère ne pas avoir été trop long. Le but de ce webinaire, ça varie entre 45 minutes et 90 minutes de durée, c'est de faciliter l'utilisation du programme Happy Job Consulting et de vous aider à trouver rapidement, le plus rapidement possible, une solution à votre recherche de poste. Très bonne journée à vous et à bientôt.